Donc, juste avant de commencer, je veux préciser que cet enregistrement s'est fait d'une traite, sans vraiment de préparation, sans de plan vraiment, et avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec mon téléphone. Donc, je m'excuse vraiment pour la qualité du son et pour les quelques erreurs qui se glissent ou ça, ou les quelques hésitations quand je parle. Bonjour et bienvenue sur Israël Décryptage, le podcast donc consacré à Israël et pour comprendre ce qui se passe ici. Mon nom est Nissim Slama, je suis guide et conférencier en Israël. Je vous invite à vous abonner à ce podcast et à inviter d'autres à l'écouter et à s'abonner aussi. Donc cet épisode, ce nouvel épisode, on va le faire sur le monde Haredi, ou ce qu'on appelle en français les ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes, je vais utiliser le terme Haredi, je vais expliquer son origine, sont au cœur du débat politique israélien. Au bout du compte, si je prends tous les débats politiques israéliens, toutes les grandes questions de la politique israélienne, et qu'on y va jusqu'au bout, on a le problème ultra-orthodoxe, ou la question ultra-orthodoxe en Israël, la question Haredi en Israël. Le terme Haredi veut dire craignant Dieu, évidemment. C'est le terme que les Haredim utilisent pour se désigner eux-mêmes, et c'est le terme qu'on utilise pour les désigner en hébreu. Ce terme est plus exact que le terme ultra-orthodoxe, tout simplement parce que l'orthodoxie dans le judaïsme et la manière dont le judaïsme se fait, par exemple, aujourd'hui en France ou en Israël, de manière générale. La plupart des juifs en France ou en Israël, même quand ils ne pratiquent pas la religion qu'ils ne pratiquent pas, c'est le judaïsme qu'on va appeler orthodoxe. La raison pour laquelle on va utiliser le terme orthodoxe, c'est pour la différencier d'autres types de judaïsme qui n'existent aujourd'hui pratiquement qu'aux États-Unis, où la majorité des juifs aux États-Unis ont d'autres définitions, on appelle en anglais labels, ont d'autres définitions que orthodoxes, comme par exemple les réformés ou les conservatifs. Et leurs règles religieuses sont légèrement différentes, ils ont le droit de faire d'autres choses, et elles ne vont pas d'après les règles religieuses, on va dire, ancestrales du peuple juif. Ok. Non, je vais parler un peu d'histoire pour comprendre un peu de quoi on parle et d'où vient cette idée du craignant Dieu, d'ultra-orthodoxe. Le terme que je vais utiliser en français, c'est ultra-orthodoxe, simplement parce que c'est le meilleur terme possible en français. De manière générale, les Français ne vont pas pouvoir dire Haredi avec le re, c'est problématique. Donc on va dire aussi ultra-orthodoxe. Mais dans ce podcast, je vais utiliser les deux termes de la même manière. D'où ça vient, d'où ça existe, pourquoi ça existe. D'abord, de quoi on parle, vous savez, vous promenez dans les rues de Paris, ou dans les rues de Jérusalem, ou de Tel Aviv, ou de New York, ou d'Anvers, ou de Bruxelles, ou de un peu partout. Et vous voyez ces juifs qui ont l'air juif. C'est, vous savez, le juif comme ça, le juif des caricatures, avec les cheveux là, autour des oreilles qui tournent comme ça, et le chapeau sur la tête, et le costard cravate comme ça, ou la chemise blanche. Vous savez, avec la grosse calotte noire, ou le chapeau. Ça, c'est les ultra-orthodoxes. Ça, c'est les Haredim. Non, il faut bien comprendre, il y a une réelle différence entre les ultra-orthodoxes et les Haredim qui habitent en dehors d'Israël et ceux qui habitent en Israël. Si ceux qui habitent en Israël avaient la même culture et le même style de religion que ceux qui existent en dehors d'Israël, énormément de discussions politiques en Israël n'existeraient pas. Tout simplement, en Israël, on a d'autres problèmes, et comme ils sont beaucoup plus nombreux en Israël, ils sont beaucoup plus concentrés et qu'ils ont une force politique, ça change tout. Et aussi qui peuvent ne pas aller travailler. Donc on va y revenir dans quelques... Donc j'espère dans quelques minutes, peut-être un peu plus loin, mais pour l'instant, on va parler ce genre de juif que vous voyez dans la rue et qui est la caricature de Plantu dans le monde quand il veut dessiner des juifs, malgré qu'en général il se trompe totalement, parce qu'au contraire, le monde ultra-orthodoxe, surtout en Israël, n'est pas un monde qui va en guerre et n'est pas un monde très belliqueux. Au contraire, et un des grands problèmes, c'est qu'ils ne font pas l'armée. Mais on va y revenir à ça aussi. Ok, j'ai dit beaucoup de fois, on va y revenir, j'en suis désolé, on va essayer quand même de reprendre. Donc je reprends. Je vais dire que je vais parler d'histoire maintenant. D'où ça vient cette histoire d'ultra-orthodoxe de Haredim. À l'origine, jusqu'au, on va dire, l'ère moderne, fin 18e siècle, début 19e siècle, les juifs vivent surtout dans des empires multi-ethniques. Des empires multi-ethniques, donc c'est-à-dire par exemple l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, l'Empire russe, des grands empires multi-ethniques avec énormément de populations différentes. Dans ces empires multi-ethniques, ou ces pays multi-ethniques, si je prends par exemple la Lituanie et la Pologne qui sont associés, dans ces grands pays ou ces grands empires multi-ethniques,
les définitions d'identité ne sont pas tellement importantes. Aujourd'hui, on est en 2024, quand j'enregistre ce chapitre. Citoyenneté, nationalité, religion ont trois définitions totalement différentes. C'est trois caractéristiques de mon identité. Ok, par exemple, mon identité, c'est que ma religion, c'est juif, ma nationalité, c'est juif, ma citoyenneté est israélienne et française. On peut avoir ici quelqu'un qui est, par exemple, nationalité arabe, et citoyenneté israélienne, religion musulmane ou religion chrétienne, par exemple. Ok ? Donc, on parle de trois choses différentes. Avant l'ère moderne, tout est très flou, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. On n'a pas vraiment besoin de ça. On sait c'est quoi les juifs. Non, la grande question, est-ce que les juifs, c'est une nation, c'est un peuple, c'est une nationalité, c'est seulement une religion, c'est une classe sociale? Tout ça ne change pas grand-chose. Au bout du compte, on sait qui est juif, on sait qui est ukrainien, on sait qui est polonais, on sait qui est tchèque, qui est slovaque, etc., etc., etc. Les définitions sont beaucoup moins importantes. Mais à partir du moment où on va commencer à parler d'État-nation, on va parler de commencer de faire la différence entre nation, religion, citoyenneté, etc. D'un coup, toutes ces questions deviennent beaucoup, beaucoup plus importantes. Et d'un coup, les juifs se retrouvent à se poser cette question. Et les non-juifs autour d'eux se retrouvent à se poser cette question par rapport aux juifs qui vivent entre eux. Un exemple tout simple. Les juifs qui vivent en Pologne. Et à partir du moment où le nationalisme polonais commence vraiment à se réveiller, sont-ils polonais ou sont-ils juifs ? Est-ce que pour être polonais, il faut à tout prix être catholique? Parce que si, pour être polonais, il faut être catholique, donc les juifs, ils sont pas polonais. Par contre, si être polonais, c'est tout simplement parler le polonais, habiter en Pologne, une bonne partie sont juifs. Mais une bonne partie des juifs ne parlent pas le polonais, ils parlent le yiddish. Sont-ils polonais ou sont-ils juifs? Tout ce genre de questions auxquelles je ne vais pas répondre maintenant. Mais il faut bien comprendre, de manière générale, les juifs de toutes les époques, et jusqu'à aujourd'hui, pratiquement dans le monde entier, ne sont pas considérés comme faisant partie du peuple de la nation dans lequel ils vivent. Il y a une grande exception, c'est la France. Qu'en France, les juifs renoncent à leur nationalité juive pour accepter la nationalité française. On est en 1808 avec la création du consistoire. Ça aussi, peut-être, je vais revenir dans mes explications. Mais dans tous les cas, l'idée est laquelle ? Comment réagir par rapport au changement moderne ? Au nationalisme, à l'émancipation, aux idées de liberté. Est-ce qu'il faut s'émanciper, ne pas s'émanciper? Les juifs reçoivent les mêmes droits. A priori, on est censé penser qu'ils sont bien contents, les juifs, de recevoir les mêmes droits que les autres. Mais pas obligatoirement, parce que quand ils reçoivent les mêmes droits, ils perdent aussi leurs privilèges. Ça, c'est d'une chose. Deuxième chose, beaucoup de leaders des juifs, beaucoup de rabbins par exemple, vont dire « Si je reçois les mêmes droits que les autres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à me mélanger à la population locale, à me marier avec la population locale, à m'intégrer, et de l'intégration à m'assimiler. Et donc ne plus être juif et perdre mon identité, et perdre ma religion. » Ça, c'est d'un côté. D'un autre, il va y avoir une partie des leaders et des intellectuels qui vont dire « Ok, on veut continuer à rester juif, mais on va maintenant devoir s'éduquer, devenir des éléments productifs de la civilisation, des éléments productifs de la société qui nous entoure. On va s'habiller comme la société qui nous entoure, on va parler la même langue, on va s'associer à eux. Nos synagogues, au lieu de ressembler à des établissements dans lesquels les enfants courent partout et font énormément de bruit, ils vont ressembler à une église bien ordonnée, comme les églises qui sont autour de nous. C'est ce qu'on va appeler la Haskalah. Haskalah en hébreu veut dire éducation, mais quand on utilise le terme Haskalah au 19e siècle, dans l'historiographie juive, on parle de ces gens-là qui veulent être éduqués, qui veulent le progrès, qui veulent que le judaïsme progresse, que les juifs eux-mêmes progressent. Donc on a en fait ces deux grandes réactions. Évidemment, les juifs, normal, vous savez, le peuple, lui, il continue sa vie, c'est vrai, il y a des choses auxquelles il est d'accord avec cela, des choses auxquelles il est d'accord avec cela. Il a différentes opinions, mais au bout du compte, lui, il veut travailler, continuer son travail, payer le moins d'impôts possible, et vivre au jour le jour. On parle surtout de communautés intellectuelles qui vont aussi s'organiser en tant que communauté de juifs, qui vont aller même de juifs pauvres, qui vont aller vers ça. Mais on parle de minorité quand même. On parle de minorité. Donc au 19e siècle, on a d'un côté et donc c'est ce qu'on appelle Haskalah, ce mouvement d'éducation. Et par rapport à ce mouvement d'éducation, comme je l'ai expliqué à l'instant, ces mêmes rabbins qui vont être contre l'émancipation, qui vont être contre donner les droits aux juifs, pour justement ne pas s'assimiler,
ils vont commencer à changer eux-mêmes et à créer un nouveau mouvement de pensée qu'ils vont appeler à l'origine orthodoxie. Alors c'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, tous les juifs qui ne sont pas réformés ou conservatifs, etc., sont orthodoxes. Le judaïsme de France est orthodoxe, malgré que le consistoire n'est pas vraiment du tout même style d'orthodoxie qu'on avait au 19e siècle, ou ce qu'on appelle aujourd'hui ultra-orthodoxie ou haredi. Ok, donc quand je parle d'orthodoxie au 19e siècle, je parle d'une chose. Quand je parle d'orthodoxie aujourd'hui, je parle d'autre chose. Mais là, on revient là. Et donc c'est pour ça que de manière un peu... de mauvaise manière, on va dire, de manière anachronistique, j'ai du mal à dire ce mot-là, je vais parler d'ultra-orthodoxie au 19e siècle, même si à l'époque on utilisait le terme orthodoxe simplement. Parce que si j'utilise le terme orthodoxe, ça va prêter à confusion. Ah, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Donc, où j'en étais, ce que je disais. Maintenant, les juifs, certains rabbins décident donc de se réunir et de créer maintenant une sorte de nouveau mouvement où ils décident en fait de faire une contre-réforme, une réaction à la réforme. Cette réaction, on va dire tout simplement, aujourd'hui, à partir de maintenant, on arrête tout. On arrête tout progrès, on arrête tout changement. Tout ce qui est neuf est interdit. Il n'y a plus aucun changement. Les règles restent les mêmes. On ne réagit plus au changement du monde. Si avant ça, les juifs savaient changer, et le judaïsme sait changer les règles, encore une fois, sans révolution, on ne parle pas de réforme, on parle de changement évolutionniste, de changement qui évolue avec le temps. Et donc si aujourd'hui, le judaïsme est basé sur ce qu'on appelle les règles juives, ça s'appelle la halakha. Halakha, ça veut dire marcher. Donc on ne court pas, mais on ne s'arrête pas non plus. Donc eux, ce qu'ils vont dire, ces rabbins-là, ils vont dire on va tout arrêter. Tout ce qui est neuf est interdit par la Torah. D'ailleurs, c'est une expression, Chadash Asur Minat Torah, c'est une expression qui est prise du judaïsme et de règles totalement différentes qui va être prise et va être posée sur tout le judaïsme en disant tout ce qui est nouveau va être interdit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les règles, vous savez, dans le judaïsme, comme dans toutes les religions, comme dans tous les systèmes de loi, il y a différents niveaux de règles. Il y a des choses qui sont très importantes et des choses qui sont moins importantes. Disons que je me promène, et je le fais, je me promène sans kippa sur la tête, sans calotte sur la tête, je me promène dans la rue sans... Logiquement, je devrais mettre une kippa sur la tête d'après les règles religieuses. D'un autre côté, disons que manger du porc ou allumer le feu pendant Shabbat, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Il y a différentes règles. Il y a des règles qui viennent directement de la Torah, du texte. Il y a des règles qui viennent des rabbins, de ce qu'on appelle Chazal. C'est les rabbins qui ont vécu à peu près il y a 2000 ans, qui sont dans le Talmud, et qui certaines règles. Il y a différents niveaux de règles. Mais à partir du moment où on dit que tout est la même chose, tout est au même niveau, la moindre petite coutume vaut autant que les choses les plus graves. Ce qui va se passer, c'est que toute la vie de la personne qui va suivre ce règlement-là, toute sa vie va se concentrer autour et seulement autour de la religion. Depuis le moment où il ouvre les yeux, jusqu'au moment où il va dormir et même pendant son sommeil, sa vie est réglée par les règles religieuses, tout simplement parce que la moindre petite coutume est importante. Et la moindre petite coutume vaut autant que les règles les plus importantes. Donc ça, entre autres, une des choses qui vont pas changer, c'est par exemple l'habillement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous allez voir chez certains ultra-orthodoxes les mêmes habits, plus ou moins, qu'au 19e siècle. Évidemment, il y a des changements, parce que c'est bien de ne pas vouloir évoluer, c'est bien de dire on arrête tout, ça peut pas vraiment fonctionner sur le terrain. Ça peut fonctionner peut-être dans la tête des gens, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire si par exemple je prends le chapeau en fourrure, donc qui vient de Pologne. Alors, je vois ici des gens se promener en Israël avec un chapeau en fourrure, un shtreimel, qui vient de Pologne. Le shtreimel d'aujourd'hui ne ressemble absolument pas au shtreimel d'il y a 20, 30 ans. Il est beaucoup plus grand, il change, les couleurs changent, etc. Mais encore une fois, quand je dis ça, c'est pas pour faire un jugement de valeur, c'est juste pour expliquer les choses. Ce qui se passe au bout du compte, c'est que si je demande maintenant à un juif ultra-orthodoxe, un juif haredi, les règles que tu fais, la manière dont tu vis, c'est le judaïsme de tes ancêtres, ça va dire évidemment, depuis Moïse, ce que je fais, c'est exactement ce qu'on fait depuis Moïse. Alors qu'en fait, non. Il est le produit lui-même d'une sorte de révolution, d'une sorte de réforme. Mais encore une fois, les ultra-orthodoxes et le reste du monde juif qui n'est pas réformé ou qui n'est pas conservatif comme aux États-Unis, mais c'est-à-dire que quelqu'un comme moi, on est quand même dans la même religion. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si pour lui, la moindre coutume et la règle la plus importante, c'est du même niveau, et qu'il va s'habiller de manière différente, et qu'au niveau sociologique, il va être légèrement différente, au niveau du compte, moi et lui et moi, on se sent faire partie du même peuple, de la même religion. C'est pour ça que vous pourrez voir, si vous venez en Israël, dans une synagogue qui n'est pas ultra-orthodoxe en Israël, et vous allez voir des gens qui vont être habillés, qui vont être ultra-orthodoxes, des Haredim, qui vont venir prier dans cette synagogue sans aucun problème. Et de la même manière, je peux demain
aller prier dans une synagogue ultra-orthodoxe, en plein milieu du quartier le plus ultra-orthodoxe du monde, il n'y a aucun problème avec ça. Au bout du compte, on est le même peuple, la même religion, c'est aussi une question importante à comprendre. C'est-à-dire qu'on ne parle pas là d'une division vraiment, mais d'une sorte de... à l'intérieur du monde juif, il y a une sociologie légèrement différente, un groupe qui est légèrement différent, qui fait partie tout en étant différent. Ça, c'est très important de dire. Maintenant, ces ultra-orthodoxes, ils étaient toujours la minorité. Ces ultra-orthodoxes, si j'avance vers le XXe siècle, ils se retrouvent au XXe siècle et on a deux grandes sortes de communautés ultra-orthodoxes, ok? Que ce soit c'est plus ou moins en Europe de l'Est, hein, jusqu'à la Shoah, on parle surtout de l'Europe de l'Est. On a donc les chassidim. La chassidoute, c'est peut-être pour un autre épisode, c'est une école de pensée qui commence au fin 19e siècle, et fin 18e siècle, pardon, début 19e, et qui est, depuis le 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui, divisée en différentes communautés. Chaque communauté a son propre rebbe, ou admour, rebbe c'est rabbin en yiddish, admour c'est un acronyme de notre seigneur, notre maître et notre rabbin. Et ces gens-là, donc, ils s'organisent autour d'un rebbe. Cette fonction qui passe de manière générale, elle est héréditaire. De manière générale, encore une fois, il y a toujours des exceptions. Et en fait, la communauté écoute le rebbe et fait tout ce que dit le rebbe. Je sais que ça a l'air un peu bizarre, et il y a des différences entre les différentes communautés. Il y a deux grandes communautés qui sont des chassidim, mais qui n'ont pas de rebbe. C'est les Breslev, que sûrement vous connaissez. Vous les verrez avec une kippa, une calotte blanche en laine tricotée. Et ils vont tous les ans, surtout après la chute de l'Union soviétique, à Ouman, qui est en Ukraine, pour prier sur la tombe de leur rebbe, donc qui est décédé depuis assez longtemps, qui s'appelle Rabbi Nachman de Braslav. Le rabbin Nachman, Braslav, c'est une ville en Ukraine, mais il est enterré à Ouman, qui est une autre ville en Ukraine. Et le monde Lubavitch, ou Chabad, c'est exactement la même chose, vous pouvez entendre les deux termes sont interchangeables, dont le rabbin des Lubavitch, le rabbin de Lubavitch est décédé à New York, il me semble maintenant il y a 15 ans, 20 ans. Donc, à partir du moment où il était tellement important que quand il est décédé, ils ont décidé de ne pas lui donner de successeur. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont plus de rebbe aujourd'hui. Mais dans tous les cas, c'est les deux seules grandes communautés qui n'ont pas de rebbe. À part ça, vous avez Gur, Vichnitz, vous avez énormément de communautés. Il y a des petites communautés de quelques centaines de familles, il y a des grandes communautés de 50 000, 60 000, 100 000 personnes. Donc, il y a différentes communautés. Et ça, c'est la première partie des ultra-orthodoxes. Donc, c'est ces communautés qui sont différentes et tous organisées autour d'un rebbe, d'un rabbin, qui leur dit quoi faire. La deuxième communauté, qui est organisée surtout autour de l'étude de la Torah, dont les leaders vont toujours être des rabbins, qui sont avant tout des grands érudits dans la Torah et dans le Talmud. Les plus grands érudits, c'est comme ça qu'on arrive à des postes, vraiment c'est pas des postes officiels, mais à une position de leadership dans ce monde-là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le monde litaï, ou si je traduis en français, ce sera le monde lituanien. Pourquoi lituanien? Parce que leur centre, avant la Shoah, se trouvait dans le pays de la Lituanie, c'est là où il y avait les grandes yeshivot, les grands centres d'études. Donc ce monde lituanien, qui à l'origine était opposé totalement au monde chassidim, aujourd'hui ils sont même dans les mêmes partis politiques. Donc on a ce deuxième parti, qui c'est ce monde lituanien, et qui existe. Pour comprendre un peu, avant la Shoah, sur 3 millions de juifs, il y a à peu près 1 million de juifs qui sont pratiquement assimilés, qui se sentent polonais, qui sont totalement... On a énormément, 1 million de juifs par exemple, qui sont au Bund, qui est une organisation juive socialiste, qui veulent une autonomie juive là-bas en Pologne, qui ne sont pas sionistes, 1 million à peu près de sionistes, et 1 million d'ultra-orthodoxes, en sachant que les frontières elles sont très très poreuses. Hein. Même aujourd'hui en Israël, c'est très poreux. C'est très poreux. C'est très difficile de désigner exactement quand s'arrête le monde, on va dire général, non Haredi, et quand commence le monde Haredi. Il y a des gens qui sont pas du tout ultra-orthodoxes, et on les reconnaît tout de suite. Il y a des gens qui sont ultra-orthodoxes, et on les reconnaît tout de suite. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont un pied de chaque côté. Encore une fois, on parle pas de deux mondes différents, on parle pas d'une autre sorte de religion juive. C'est vraiment à l'intérieur, même s'il y a de grandes différences au niveau idéologique et sociologique. Donc, on a le monde ultra-orthodoxe, comme j'ai dit, c'est vraiment le centre
de la politique israélienne, c'est le plus grand débat de la politique israélienne se font à ce niveau-là. Dans les années 90-2000, le plus grand débat se faisait au niveau un État palestinien, oui, non, la paix, oui, non, ce genre de choses. Aujourd'hui, ces débats sont totalement dépassés. Les débats au niveau économiques sont totalement dépassés, etc., etc. Mais vraiment, le monde ultra-orthodoxe, c'est pratiquement, si je prends tous les débats israéliens, hein, par exemple, prends le grand débat sur le système judiciaire israélien, qui est un énorme débat en Israël, vraiment, c'est une des choses les plus importantes, ou sur l'économie, ou sur les grands débats en Israël, au bout du compte, si je regarde et que je vais à la fin des choses, les gens peuvent s'entendre sur tout, et la grande dispute, ça sera sur le monde ultra-orthodoxe, et la meilleure manière donc de l'intégrer à la société israélienne ou pas. Une autre manière de comprendre aussi le monde ultra-orthodoxe, surtout en Israël mais pas seulement, c'est un peu de le comparer aux ordres religieux qui existent dans toutes les sociétés traditionnelles. Si je prends une société traditionnelle de manière générale, je vais trouver à l'intérieur des ordres religieux qui ont une fonction sociétale à l'intérieur de la société. Certains sont là pour rapprocher les gens de leur religion. Certains sont là pour aider les pauvres. D'autres, c'est pour aider les malades. D'autres, c'est pour étudier les textes sacrés. Si on prend par exemple une société chrétienne catholique française d'avant la Révolution, il y a différents ordres chrétiens, chacun avec une fonction différente. Encore une fois, pour se aller de pèlerinage en pèlerinage, et cet ordre-là, c'est pour s'occuper des pauvres, et cet ordre-là, c'est pour s'occuper des femmes, et cet ordre-là, c'est pour recopier les manuscrits anciens. J'invente, hein. Mais ce que je veux tout simplement, si je regarde dans le monde musulman, par exemple, il y a les différents ordres soufistes qui existent, très intéressants, et c'est les mêmes idées. Donc on peut comprendre aussi que le fait qu'à l'intérieur de la société, il y ait des gens dont la religion est la chose la plus importante pour eux, et dont le monde tourne autour du monde religieux, et qui ont des règles à eux, en sachant qu'il y a différentes communautés, que chacun a les choses les plus importantes pour elles. Par exemple, si je prends par exemple le monde Breslev, ok, donc c'est une des communautés chassidiques, j'en ai parlé un peu plus tôt. Si je prends le plus important pour eux, et par exemple pour une bonne partie d'entre eux, est de faire la joie, de rajouter de la joie, et de ramener... Donc ce qu'ils font, vous les verrez par exemple dans les mariages en Israël, arriver, c'est un mariage avec peu de monde, avec des gens qui sont pas très raccrochés à leur religion, où il y a peu de familles, vous savez, les mariages un peu tristes comme ça. Donc on leur dit à l'avance, et ils viennent avec un van, vous savez, un gros camion, avec des énormes baffes, et ils commencent à danser, à chanter, à faire chanter tout le monde, à faire danser tout le monde. Et vous pouvez le voir dans les coins des rues en Israël, et avec encore une fois, avec des énormes... vraiment, faire du bruit et faire de la musique, et c'est quelque chose d'extraordinaire à voir maintenant. Je peux ne pas être du tout d'accord avec leurs opinions politiques, ou avec leurs idées idéologiques, ou leur manière de voir le monde. Mais au bout du compte, ils ont une fonction dans la société. Si je prends par exemple les Lubavitch, qu'on appelle en France les Lubavitch, et qu'ici on va appeler Chabad, ok? C'est aussi un acronyme. Quand mon fils est né en plein milieu donc de l'épidémie du Covid. En plein milieu, on était fermé à la maison, on n'avait pas le droit d'amener plus que 10 personnes, de rencontrer plus que 10 personnes ou 15 personnes à la maison. Maintenant, donc j'ai dû faire la circoncision de mon fils à la maison. Ok, c'était très sympa. Au bout du compte, c'était très bien. Mais qui m'a permis de faire cela? Donc moi, j'ai trouvé le circonciseur, quelqu'un de la communauté, mais il fallait à tout prix que j'ai la chaise. Vous savez, les bébés, quand on leur fait la circoncision, il y a une grande chaise qu'on appelle la chaise du prophète Eliaou. Okay, le prophète Élie de la Bible, c'est le nom de la chaise. C'est une énorme chaise un peu assez haute, comme ça, qu'il y a dans toutes les synagogues, sur lequel le parrain, en général ça va être le grand-père, s'assoit et a le bébé dans ses bras pendant qu'on le circoncise. Ok. Maintenant, il fallait à tout prix que j'ai une chaise. Moi, j'ai pas cette chaise dans la maison. Et la synagogue dans laquelle j'allais prier, j'habitais ailleurs à l'époque, il n'y a pas non plus la chaise, parce qu'on est une communauté qui utilise la salle de sport de l'école d'à côté. On n'a pas de chaise. J'ai aucun moyen d'avoir cette chaise. J'ai appelé juste à côté de moi. J'ai une antenne des Lubavitch. Donc ils ont des antennes un peu partout. Il y a des magasins Lubavitch un peu partout qui vendent tout ce qu'il faut pour j'ai du mal à le dire. Tous les ustensiles de Judaïka. Vous savez, que ce soit la mezouza qu'on met à la porte, tous les ustensiles, les livres de prière, ils vendent tout. Et à part ça, ils prêtent. Et donc j'ai appelé le délégué. Ils ont des délégués un peu partout. J'ai appelé le délégué et je lui ai dit, voilà, je fais la circoncision de mon fils. Et il est venu en voiture
en pleine épidémie, alors imaginez, on peut pas se serrer la main, je peux pas lui dire vraiment merci, pour me déposer la chaise à côté de chez moi, et ensuite pour la récupérer après, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est pour tout. Par exemple, si vous vous promenez en Israël ou en France, à Paris, à Saint-Paul, vous verrez des petits jeunes comme ça qui sont qui vont demander de mettre les phylactères, les tefilines. Encore une fois, on parle de fonction sociale. Donc c'est très important de comprendre. Et il y a d'autres fonctions sociales, par exemple, étudier, passer sa journée à étudier la Torah, à étudier le Talmud, à connaître les textes fondamentaux du judaïsme, c'est une fonction sociétale très importante. C'est quelque chose de très important qu'il y ait quelqu'un qui garde ce genre de choses. Donc, au bout du compte, on a, comme dans toute société traditionnelle, et Israël est au bout du compte, un mélange entre une société très moderne et une société très traditionnelle, où on essaye d'avoir le meilleur de tous les mondes. On a besoin de ces fonctions, et ces fonctions existent. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec leurs idées politiques, ça ne veut pas dire on doit être d'accord avec leurs idées politiques, on doit être d'accord avec leurs idéologies, et ça ne veut pas dire que ça ne pose pas énormément de problèmes que je vais expliquer dans quelques minutes. Mais avant d'expliquer ces problèmes, c'était important de poser cela. Que même s'il y a des problèmes au bout du compte, c'est pas un jugement de valeur. On parle de problèmes qui sont des problèmes économiques, des problèmes de sécurité, et qui ne sont pas là pour dire que je sais pas moi, qu'il faut jeter tous les ultra-orthodoxes qui sont que mauvais. Pas du tout. Au bout du compte, on a une société, et dans une société, il y a différentes personnes qui pensent différentes choses, qui agissent de manière différente, et c'est important de garder cela. Et au bout du compte, on est, comme j'explique un peu plus tôt, on est tous le même peuple. Donc maintenant, j'ai fait cette petite parenthèse, j'ai même arrêté l'enregistrement pour faire cette petite parenthèse, et je reviens donc aux ultra-orthodoxes aujourd'hui en Israël. Le monde Haredi, le monde ultra-orthodoxe en Israël, on parle d'à peu près 1,2 million, 1,3 million personnes. Alors encore une fois, comme c'est très poreux, les définitions sont poreuses, et il y a énormément de monde qui sont énormément de gens qui sont entre les deux mondes, donc c'est un peu difficile de savoir exactement s'ils sont 1 200 500 et quelques, ou 1 300 000. Mais plus ou moins, on va dire 1 200 000, c'est à peu près 12-13% de la population. En sachant que l'âge médian des ultra-orthodoxes, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais l'âge moitié des ultra-orthodoxes, c'est 16 ans. C'est-à-dire que la moitié des ultra-orthodoxes, 50% de ce monde Haredi, a moins que 16 ans. C'est-à-dire que la population ne fait que grandir de manière exponentielle, puisqu'ils font énormément d'enfants. On parle de 5, 6, 7 enfants, ça dépend des différentes communautés, mais ils font beaucoup d'enfants tout simplement parce que la Torah demande à ce qu'on fasse des enfants, que chez eux les moyens de contraception sont interdits, ou du moins chez certains une partie des moyens de contraception sont interdits, qu'on se marie plus tôt, et que c'est très important de faire des enfants. Donc il y a énormément d'enfants, donc ça a grandi de manière exponentielle, le nombre d'ultra-orthodoxes a grandi de manière exponentielle en Israël, surtout depuis la fin des années 70, où ce qui se passe à la fin des années 70, et je vais y revenir, c'est qu'on permet aux ultra-orthodoxes de ne pas faire l'armée, ou on permet à beaucoup plus d'ultra-orthodoxes de ne pas faire l'armée et de rester donc étudier le Talmud, étudier la Torah dans les centres d'études, ce qu'on appelle yeshiva en hébreu. Yeshiva, ça veut dire s'asseoir, c'est là où c'est comme une sorte d'université, à part qu'on étudie le Talmud et pas les sciences. Donc il y a une explosion démographique, on commence à faire de plus en plus d'enfants. Le nombre d'enfants baisse légèrement au début des années 2000 quand Netanyahou, à l'époque, au début des années 2000, était ministre de l'économie et baisse les allocations sociales. Donc le nombre d'enfants baisse légèrement, mais il reste beaucoup plus élevé que le reste de la population. Donc si de moyenne, une femme israélienne va faire 3 et quelques enfants, même les femmes non religieuses, même les femmes... c'est pas seulement les ultra-orthodoxes, c'est toute la société israélienne qui fait beaucoup d'enfants. Le monde ultra-orthodoxe va quand même faire un peu plus. J'ai déjà expliqué, il me semble que la moyenne c'est entre 5,5 et 6,5. Plus ou moins, évidemment, ça change parmi les communautés. Donc, aujourd'hui, on parle de 12-13% de la population. Et en fait, ça pose 2 grands problèmes. Ça pose 2 voire 3 grands problèmes. Le premier problème, c'est un problème économique. Ce qui se passe, dans le monde ultra-orthodoxe, on va à l'école, comme partout. Mais à partir d'un certain âge, on arrête d'étudier tout ce qui n'est pas Torah. C'est-à-dire que dans les lycées ultra-orthodoxes, il n'y a pas d'études de maths, de l'anglais, des sciences, etc. Tout est arrêté, on étudie
que la Torah, que les choses religieuses. Pas tous, encore une fois, ça dépend des communautés, je parle de manière très générale. Et donc, il y a un manque d'éducation. Vous vous rappelez que j'ai parlé de la haskala, de l'éducation, de cette idée que le juif doit apprendre les sciences qui sont pas seulement du judaïsme, mais qui sont externes pour pouvoir s'intégrer à la société. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça pour des raisons idéologiques aussi. Donc, et tout ce qui est nouveau est interdit, n'est-ce pas? Et si j'apprends, je vais peut-être m'intégrer. Si je m'intègre, peut-être je vais m'assimiler à la société qui n'est pas religieuse, à la société qui n'est pas comme moi. Et je vais garder à tout prix mon identité propre de ma communauté. Et donc, ce qui se passe, c'est que ils arrivent à l'âge de 18 ans, ils n'ont pas étudié les maths, l'anglais, etc. Puis, on arrive. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 18 ans? On fait son bac. Alors là, il n'y a pas vraiment de bac, puisqu'ils n'ont pas les examens. Et, de manière générale, ce qu'on fait, c'est que un juif normal du pays, qu'il soit religieux ou qu'il ne soit pas religieux, eh ben, il va faire le service militaire, n'est-ce pas? 18 ans, 19 ans, on fait le service militaire qui dure 2 ans et demi, 3 ans. Alors, à chaque fois, ça change, mais on va dire 3 ans. Et après le service militaire, si on part pas à l'étranger pendant 1 an pour voyager un peu, eh ben, on commence ses études et on fait des études supérieures. Et la société israélienne est une société avec une économie assez développée, donc les gens vont devenir ingénieurs, médecins, etc. Par contre, le garçon ultra-orthodoxe, je parle du garçon. Le garçon ultra-orthodoxe, d'abord, il va pas faire le service militaire. Il va, à sa place, aller étudier à la yeshiva. Qu'est-ce qu'il va étudier? Le Talmud. Ce qui est très important et très intéressant, le Talmud. Moi, j'ai étudié le Talmud. J'étais aussi dans ce qu'on appelle un lycée yeshiva. C'est-à-dire qu'on a fait, et à Paris, j'ai fait en même temps les études générales et en même temps, on étudiait la moitié du temps, on étudiait le Talmud. Et oui, il faut être très intelligent. Et c'est pas quelque chose de simple, hein. Faut pas imaginer le gars qui est toute la journée en train sur son livre de prière. Non, non, non. On parle de garçons qui sont obligés de faire travailler leur cerveau, vraiment faire travailler le cerveau. Donc, on va à la yeshiva, et au bout d'un moment, on se marie. Alors, les ultra-orthodoxes, évidemment, se marient tôt. Et il faut bien comprendre, puisque dans la religion, les relations intimes sont interdites avant le mariage, d'une chose. Deuxième chose, faire tout ça tout seul, c'est aussi interdit par la religion. Donc, on doit se marier rapidement. Et en plus, on doit faire des enfants. Donc, on se marie rapidement. Donc, les ultra-orthodoxes, de manière générale, vont se marier assez rapidement. 21, 22, 23, on va se marier. On se marie et on fait très rapidement des enfants, puisque il n'y a pas de moyen de contraception, que le commandement divin est de faire des enfants. Et donc, on fait des enfants et beaucoup d'enfants. Et donc, le gars, il se retrouve marié à l'âge de 24-25 ans. Et il a 2 possibilités. La première possibilité, c'est de continuer à étudier. C'est de rentrer dans un kollel. La différence entre un kollel et une yeshiva, c'est exactement on fait la même chose, on étudie, mais la différence entre les deux, c'est que la yeshiva, c'est l'étudiant qui va payer, c'est comme une université, comme une école, je vais payer pour pouvoir étudier, alors que le kollel, c'est un endroit où la personne, on appelle ça un avrer, tous les noms, c'est pas très important, l'idée c'est que vous compreniez comment ça se passe, va être payé pour étudier. En fait, c'est la différence, si vous voulez, entre un étudiant en licence et en maîtrise, et un gars qui fait son doctorat et qui est payé par l'université pour préparer sa thèse ou son doctorat. Donc, on a ces gens-là, il n'y a pas d'examen final, il n'y a pas de thèse de doctorat, tout simplement, ils étudient. Ils peuvent, au bout du compte, écrire un livre, etc., mais le but est d'étudier. On a donc ces gens-là qui vont étudier. Donc ça, c'est la première possibilité qui est choisie par à peu près 40-45% des gens. Et ensuite, on a la deuxième possibilité, plus ou moins 50-55% des garçons ultra-orthodoxes qui vont décider d'aller travailler. Non, c'est quoi le grand problème à aller travailler? Le grand problème, c'est qu'il n'a pas d'éducation. Il a une éducation religieuse. Ça, il a à fond. Et c'est très bien. Et c'est beaucoup plus que moi. Et la religion juive, c'est pas une religion facile. Mais il n'a pas d'éducation générale. L'anglais, non. Les maths, non. La physique, non. La philosophie, bien sûr que non. Un manque d'éducation. Donc s'il a un manque d'éducation et qu'il est marié, qu'il a des enfants, il ne peut même pas aller étudier. Il est trop âgé, il a des enfants. Il faut les nourrir, ces enfants-là. Il faut nourrir la famille. Si je vais travailler, il faut faire quelque chose. Il est pas libre de refaire. Maintenant, ne pas oublier, c'est aussi refaire ses études. C'est pas seulement être marié avec des gosses. C'est aussi refaire ses études depuis pratiquement le collège. Alors, il y a des gens qui le font. Mon papa a quitté le collège, je viens du monde ultra-orthodoxe. Mon papa a quitté le collège pour aller étudier que la Torah très très tôt.
Et il n'y a qu'à l'âge de 30 ans où il a refait toutes ses études. Il a refait son bac, il a fait des études et il est devenu ingénieur en informatique. Mais combien arrivent à faire à faire ce genre de choses? Très très peu. C'est très difficile, c'est pratiquement impossible. Il faut nourrir sa famille et on n'est pas libre. Et les études, c'est loin. Vous savez, c'est tout reprendre. Alors, peut-être qu'on peut tout reprendre à l'âge de 18 ans, peut-être. Mais à l'âge de 25 ans, avec plusieurs gosses, allez-y. Donc les travaux qu'ils vont faire de manière générale, c'est des choses qui vont être, on va dire, blue collar. Vous savez, faire de la maintenance, travailler dans un magasin, être boutiquier, ce genre de choses. Vous savez, les choses qui ne nous demandent pas énormément d'éducation supérieure, mais aussi qui ne gagnent pas énormément. Alors, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais de manière générale, ça va pas gagner beaucoup. Et donc, on a des familles nombreuses, avec des parents qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, et qui, au bout du compte, sont soutenus souvent par l'État, ou totalement, ou en grande partie, et qui reçoivent beaucoup plus de l'État-providence que ce qu'ils vont donner à l'État-providence. Donc c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on a les 45% des gens qui vont aller donc étudier dans le collège, c'est ce que j'ai parti, et là encore plus, puisque vraiment là, ils ont vraiment pas de salaire, puisque le salaire de manière générale, c'est pas un vrai salaire. Le salaire, c'est ou des donateurs, des mécènes qui vont payer pour permettre à des gens d'étudier. Moi, je peux dire, par exemple, pour moi, je peux pas étudier moi-même, mais je le fais pas, hein, c'est un exemple. C'est très important pour moi qu'il y ait quelqu'un qui étudie, donc je vais payer quelqu'un qui est toutes les journées en train d'étudier pour moi. Donc ça, c'est une partie de leur argent, mais c'est très peu. Et une autre partie, c'est tout simplement des aides de l'État, parce que l'État se dit, c'est État-providence, et se dit, si je vais pas l'aider, il va pas pouvoir s'en sortir, et donc je vais lui donner une petite bourse par mois, quelques milliers de shekels, histoire qu'il puisse faire survivre sa famille. Et donc c'est encore plus de recevoir beaucoup de l'État sans donner beaucoup. Maintenant, l'économie israélienne, elle peut pas se débrouiller avec ça. Elle peut se débrouiller avec 5% ou 6% de la population. Dans les fins des années 70, les ultra-orthodoxes sont 6% de la population. On peut se débrouiller avec 5 ou 6% de la population qui est beaucoup plus pauvre que les autres. Qui est beaucoup plus pauvre que les autres. Mais je ne peux pas avoir une société moderne, réussite, et où l'État va avoir assez d'impôts si les gens ne gagnent pas assez pour payer assez d'impôts. Et donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que les non-ultra-orthodoxes et la couche la plus éduquée d'Israël, et tant qu'on est éduqué, et tant qu'on est plus loin, vont dire, ok, moi, j'ai fait mon service militaire, je travaille dur, je gagne beaucoup, je paye énormément d'impôts, et ces impôts vont chez chez des gens qui, de manière idéologique, ne veulent pas gagner d'argent, n'ont pas d'éducation et reçoivent beaucoup plus de l'État que ce qu'ils donnent et veulent continuer à faire fonctionner ce système, tout simplement parce que pour ces gens-là, de manière idéologique, c'est important qu'il y ait des gens qui étudient et qui sont prêts à prendre l'argent. Encore une fois, je parle de manière générale, c'est très important de comprendre ça. Oui, il y a des ultra-orthodoxes qui ont beaucoup d'argent. Il y a des ultra-orthodoxes qui ont des super travaux et qui travaillent énormément. Et vous trouverez des ultra-orthodoxes dans toutes les couches de la société israélienne et un peu partout. Vous aurez des médecins ultra-orthodoxes, vous aurez des ingénieurs ultra-orthodoxes, vous aurez, et à l'armée des soldats ultra-orthodoxes, il va y avoir de tout. Mais on parle au niveau statistique de manière générale. Et donc, grand problème, c'est un problème de l'économie. Le deuxième grand problème est la question sécuritaire. Alors, la question sécuritaire, d'abord, il y a un volet économique. Pour avoir la sécurité, il faut qu'on ait une armée qui soit technologiquement supérieure à nos ennemis, et pour ça, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut avoir une bonne économie. Donc, si j'ai une partie de la société qui ne travaille pas et qui sont en fait un trou économique dans lequel l'argent des autres est versé, déversé, et que cette partie de la société grandit de plus en plus et que d'après les projections va devenir bientôt à terme 25% de la population, donc j'ai pas l'économie pour soutenir la technologie, la supériorité technologique qui nous permet de gagner les guerres. Donc c'est vrai, mais à part ça, à part le problème technologique, argent, parce que dans ce cas on dit ok, donc on peut payer, on a un deuxième problème, c'est qu'on vient de découvrir, qu'on a découvert après le 7 octobre. Donc avant le 7 octobre, les gens ils disaient, ok, le problème est avant tout économique, etc. Mais après le 7 octobre et depuis le début de la guerre, et qui va continuer, hein, on est sur 7 fronts différents, le deuxième problème qu'on comprend qu'on a, c'est un problème qu'on n'a pas assez de soldats. C'est quoi pas assez de soldats? Je suis réserviste. Ok, je suis réserviste à l'armée, je suis officier de réserve dans l'infanterie. Pendant ces dernières années, j'ai fait pratiquement 6 mois de combat.
C'est-à-dire que la moitié de l'année, j'étais au combat. Non, c'est qui ces réservistes? C'est qui ces combattants? Donc moi encore, je suis guide, donc j'ai pas de boulot. Ok, j'ai pas de boulot pour l'instant, il n'y a pas de touristes. Donc on va dire qu'au bout du compte, le fait que je sois à l'armée, c'est pas ça qui va faire, ça va perdre de l'argent, tout simplement parce qu'on va devoir me payer. Mais imaginez qu'une bonne partie de ces réservistes, c'est les gens qui font vivre l'économie israélienne. Et donc quand ils arrivent à l'armée, non seulement ils sont payés par l'État, ils gagnent pas d'argent, ils rendent pas d'impôts, ça coûte très cher. C'est la première chose. Deuxième chose, au niveau société. Pendant 6 mois, j'ai pas vu ma femme, j'ai pas vu mes gosses. Et j'étais au combat. Et les gens sont tués au combat. J'ai eu des amis qui ont été tués. Et tout ce fardeau est porté par une toute petite partie de la population. Au bout du compte, le nombre de réservistes, le nombre de combattants, que ce soit dans le système militaire actif, donc pendant leurs 3 ans de service militaire, ou que ce soit en prêt pendant les réserves, est très petit par rapport à la population israélienne. Non, il n'est pas très petit par rapport à la population israélienne, parce que l'armée ne veut pas des gens. Mais tout simplement, la manière dont fonctionne le service militaire en Israël, c'est qu'on va incorporer tout le monde à l'armée, tout le monde, à part les ultra-orthodoxes, et les arabes aussi qui ont une exemption d'office, mais on n'en parle pas. Je parle des ultra-orthodoxes. On va faire rentrer tout le monde à l'armée, et après, ce qui va se passer, c'est que la plupart des gens ne vont pas devenir combattants parce qu'ils ne peuvent pas devenir combattants. Devenir combattant, savoir, d'abord, c'est pratiquement que pour les hommes. Et les femmes peuvent être dans des unités combattantes, mais des unités combattantes qui sont différentes, et c'est pas celles qui vont après être envoyées à Gaza ou au Liban. Donc il faut avoir le niveau physique, il faut avoir le niveau mental, il faut garder son niveau physique sur les années de réserve. Vous savez, j'ai 41 ans. À l'âge de 41 ans, la plupart des gens que je connais qui ont mon âge ne peuvent pas faire les réserves que je fais parce que tout simplement, au niveau physique, ils ne sont pas capables de le faire. Et c'est une question de professionnalisme, il faut savoir utiliser les armes. Aujourd'hui, être militaire combattant, contrairement peut-être à la Seconde Guerre mondiale ou à la Première Guerre mondiale, où on prenait un gars, on lui mettait un flingue dans la main, on lui disait voilà, ça c'est l'ennemi, tu cours, tu tires. Aujourd'hui, la formation d'un combattant dure très longtemps, très longtemps. La formation en Israël est assez raccourcie, mais elle dure pratiquement 1 an. 1 an pratiquement de formation, et si on rajoute ça pour les officiers, etc., ça rajoute énormément de temps. C'est compliqué, c'est très difficile, c'est très technologique. C'est l'utilisation des drones, comprendre le terrain, c'est énormément de choses. Il n'y a pas tout le monde qui devient combattant. Donc ce qui se passe, c'est que pour pouvoir recruter des combattants, l'armée va recruter tout le monde. On me dit, autant recruter que les combattants, et pas ceux qu'on n'a pas besoin. Parce qu'il y a énormément de chômage, de faux chômage à l'armée. Il y a énormément de soldats à l'armée qui passent 3 ans, 2 ans pour les filles, 3 ans pour les garçons, et qui font absolument rien pendant tout leur service militaire, ou qui font des choses vraiment sans importance. Il y a des gens qui font des choses très importantes, qui ne sont pas combattants, hein, dans les renseignements, etc., mais il y a énormément de gens qui ne sont pas combattants, et qui font des choses vraiment pas importantes. Mais l'idée du service militaire, c'est qu'on va faire rentrer tout le monde pour pouvoir avoir ces combattants en question. On ne faisait pas rentrer tout le monde. Les gens qui deviennent combattants, dès le départ, a priori, ne rentreraient pas à l'armée. Là, ils se disent, ok, déjà je rentre à l'armée parce que je suis obligé, et que tout le monde le fait. Donc si je suis déjà à l'intérieur, je vais faire le mieux possible, et je vais rentrer dans la meilleure unité combattante possible. Et ensuite, on fait la même chose pour les réserves. Les réserves, c'est censé être obligatoire, mais au bout du compte, dans les réserves, si quelqu'un ne veut pas le faire, on n'a aucun moyen à l'obliger. Alors il va faire quelques semaines il va payer une amende, ou il va être quelques jours, pas quelques semaines, quelques jours, en prison militaire, ce qui est une blague, et ensuite c'est tout. Il est libéré, et on l'a plus. Donc l'idée, c'est qu'au bout du compte, il y a un sifting, il y a un vrai triage entre le moment où on rentre à l'armée et le moment où on rentre dans les réserves. Et le temps qu'on reste dans les réserves, au bout du compte, il y a très peu de gens qui restent. Et quand je parle de très peu, par exemple, je vais donner un exemple tout simple. Dans une des sections de combat dans laquelle j'étais pendant mon service actif, la section commence dans les classes au début du service militaire, le premier jour du service militaire, 40, finissent le service militaire après 3 ans, à peu près 15, on va dire 5 qui vont sortir, qui vont devenir sous-off ou officiers, donc je veux dire 20, pour 20, et au bout du compte, dans les réserves de cette section militaire, dans toute la brigade, on est 4 ou 5 personnes maximum. Maximum 4 ou 5, et là vraiment je compte sur mes doigts, et déjà j'enlève les gens de ces 4-5, je dois déjà enlever des gens. Donc l'idée, c'est que Israël a besoin
de combattants. Et qu'à partir du moment où il y a tout un pool de jeunes qui ne rentrent pas au service militaire parce qu'ils sont inscrits à la yeshiva, donc non seulement il y a le problème économique parce qu'ils ne vont pas travailler, en passant, et ils ne peuvent pas travailler même s'ils le font, parce que ils peuvent repousser le service militaire, ils peuvent ne pas faire le service militaire qu'à condition où ils vont étudier à la yeshiva. S'ils ne vont pas étudier à la yeshiva, ils sont obligés de faire service militaire. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont inscrits à la yeshiva. Une moitié d'entre eux va vraiment étudier comme il faut, une moitié d'entre eux va vivoter, et va vivre, et va avoir du travail au noir, par exemple. Okay. Donc on a à peu près, et on a 15 000 bonhommes, c'est à peu près les chiffres aujourd'hui. Ces chiffres vont augmenter au fur et à mesure. Maintenant, si je vois tous les gens qui ne peuvent ni travailler ni étudier parce qu'ils sont inscrits à la yeshiva, et que s'ils n'étaient pas inscrits à la yeshiva, eh ben, ils devraient aller à l'armée. Et donc c'est pour ça qu'ils sont inscrits et qu'ils peuvent rien faire. C'est jusqu'à l'âge de 26 ans. À partir de 26 ans, ils sont exemptés de service militaire. On parle de 50 000, 60 000 bonhommes. Okay. Donc, imagine 50 000, 60 000 bonhommes qui, au lieu d'être au service militaire, et pour une partie d'entre eux du moins, d'être combattants, bah, ils ne sont pas à l'armée du tout. Et donc, ils font ni le service actif, ni les réserves. C'est énormément de soldats combattants que l'armée perd, que l'armée n'a pas. Et donc, aujourd'hui, un gars comme moi, j'ai fait pratiquement 6 mois de service militaire en 3 tours à Gaza, et ben, j'aurais fait un peu moins. Et mes amis auraient fait un peu moins, et ça aurait été beaucoup mieux, pour l'économie israélienne, et pour, au niveau sécurité, il manque des soldats. Et aussi, pourquoi on n'a pas attaqué au Liban jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi ça a mis tellement de temps pour attaquer au Liban? Une des raisons, c'est parce qu'on n'avait pas de ces soldats, parce que les soldats ils étaient occupés à Gaza. Il n'y a qu'à partir du moment où on avait moins besoin de soldats à Gaza, que l'armée a pu faire diverger, et diverger vers la frontière nord. En fait, on a vraiment besoin de combattants, on a vraiment besoin d'encore au moins une division combattante. Et au moins une division combattante, c'est très important. Donc c'est le deuxième grand problème, c'est la sécurité. Encore une fois, vous voyez qu'au bout du compte, c'est les mêmes problèmes. J'explique ça de manière différente et je divise ça en deux. Mais le problème économique et le problème sécuritaire sont reliés de différentes manières. Et le troisième problème, c'est une question, on va dire, de fairness, d'égalité. C'est pas juste. C'est tout simplement pas juste. Que moi, j'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour mes amis, que tous les jours on entend des soldats qui tombent, et que de manière générale, souvent ça va être des gens qu'on connaisse, que je connais pas un Israélien qui n'est pas ultra-orthodoxe, qui n'a pas dans sa famille ou dans ses amis, quelqu'un qui connaît, qui est tombé au combat depuis le 7 octobre et jusqu'à aujourd'hui, et même avant en passant, mais surtout depuis le 7 octobre et jusqu'à aujourd'hui, alors que dans le monde ultra-orthodoxe, la visite des officiers qui toquent à la porte pour annoncer le décès du fils ou la mort au combat du fils, bah ça n'existe pas. Parce que leurs enfants, ils sont bien au chaud à la yeshiva, ou même s'ils n'étudient pas vraiment là-bas, au moins ils y sont inscrits, et ils sont, dans tous les cas, ils ne sont pas sur le front. Et donc il y a ce deuxième problème d'égalité, de fairness, de dire c'est pas juste. C'est pas juste que les parents qui ne sont pas ultra-orthodoxes de la société plurielle israélienne, et on est tous dans le même cas, au bout du compte. Même si c'est vrai que certaines parties de la société israélienne donnent beaucoup plus, et ont beaucoup plus de tués. Je parle surtout des sionistes religieux, par exemple. Des gens qui sont pratiquants, qui sont pas moins religieux que les ultra-orthodoxes, d'une manière différente, mais qui sont sionistes et qui s'engagent et qui ont un taux d'engagement dans les unités combattantes qui est extraordinaire et qui ont beaucoup plus de tués que le reste de la population israélienne. Les gens qui habitent en Judée et Samarie, par exemple, dans ce qu'on appelle les colonies en français, les Druzes, la population druze qui n'est pas juive. Donc on a un vrai problème de société au niveau de la fairness, que c'est pas juste. La question c'est, alors comment le monde ultra-orthodoxe peut justifier cela? Quand on discute avec des gens du monde Haredi, il faut comprendre comment on justifie cela. Et pour ça, il faut bien comprendre encore une fois que le monde ultra-Haredi, le monde ultra-orthodoxe n'est pas monobloc, qu'il y a différentes communautés, différentes idéologies, différentes formes de pensée, et qu'il va y avoir différentes formes de pensée par rapport au service militaire. D'abord, dans le monde ultra-orthodoxe, il y a une manière de voir, et qui est partagée aussi souvent par le monde sioniste religieux, qui dit comme quoi la seule manière de gagner au combat, c'est parce qu'il y a des gens qui étudient la Torah. Que, en fait, il faut les deux. Que garder l'identité juive, c'est non seulement assurer la sécurité des juifs, mais aussi sa sécurité, on va dire, est spirituelle. Que ça suffit pas, je gagne au combat, mais si au bout du compte, je perds mon identité spirituelle, mon identité de juif, donc je perds tout ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est que la Torah elle-même nous dit,
Et il y a dans le Talmud, il y a une explication comme quoi la seule raison pour laquelle on gagne les batailles, c'est parce qu'il y a des gens qui sont derrière en train de soutenir et donc d'étudier la Torah. Et si ces gens-là qui étudient la Torah derrière n'existaient pas, le soldat ne gagne pas la bataille. Et c'est pour ça que, par exemple, certains partis des ultra-orthodoxes, par exemple, je reviens au Chabad, au Lubavitch. Les Lubavitch, ils ont un pied dans le monde ultra-orthodoxe et un pied à l'extérieur, puisqu'ils sont toujours en relation avec le monde externe pour aider le monde externe à faire sa religion. Et donc, ils ont toujours un pied ici, un pied là-bas. Par exemple, chez les Chabad, chez les Lubavitch, il y a souvent des familles avec 2 enfants, un qui est au service militaire et l'autre qui étudie. Alors, c'est très sympa, mais en fait, il y a un problème avec ça, c'est que, ok, moi, je parle à l'ultra-orthodoxe, ça c'est toi l'ultra-orthodoxe qui crois en ça. Moi, je crois pas. Pourquoi je veux payer pour toi? Pourquoi je vais me mettre en péril pour toi? Et je vais payer au niveau économique et je vais me mettre en péril pour toi, pour quelque chose que c'est toi qui crois. Tu crois que ça fonctionne pour moi aussi. Et tu veux m'obliger à aller d'après tes croyances. Donc évidemment, même ça, il y a une réponse, il y a une question. Mais eux, ce qu'ils vont te dire, c'est tout simplement, oui, tu ne gagneras pas la guerre si je suis pas là pour t'aider. Une autre partie du ultra-orthodoxe, il y a certaines parties du ultra-orthodoxe, une petite partie, qui sont anti-sionistes, qui sont dans tous les cas anti-sionistes. Souvent vous les voyez manifester avec les drapeaux palestiniens, et vous savez, ce qu'on appelle les Neturei Karta, et ce genre de choses. Il y a une petite partie, toute petite partie, des ultra-orthodoxes, un monde très fermé, et qui se trouve dans le quartier de Mea Shearim à Jérusalem, une partie d'entre eux, dans la petite ville de Beth Shemesh en périphérie de Jérusalem, une partie d'entre eux, qui sont tout simplement anti-sionistes. Et donc, ils vont pas servir dans l'armée parce que ils sont contre l'idée d'État d'Israël. Ils sont tout simplement anti-sionistes. Ils sont anti-sionistes, et je ne veux pas dire plus que ça. Et donc pour eux, évidemment, ils vont pas servir dans une armée qui fait un génocide et tout ce genre de bêtises. Ça c'est d'une part, et de l'autre côté, ils vont pas servir pour aider cette abomination qu'est l'État d'Israël. Mais ça, c'est encore une fois, c'est une petite partie. Okay. La deuxième raison pour laquelle les ultra-orthodoxes vont refuser de servir, et c'est surtout la raison que vont donner, maintenant, je vais depuis les plus extrémistes jusqu'au moins, hein, donc les moins, on va dire, ceux qui ne sont pas antisionistes, ils vont dire oui, mais le problème c'est que moi je suis ultra-orthodoxe, et quand je vais entrer au service militaire, je vais perdre mon identité. Parce que le soldat, le kasher qu'il va manger, c'est pas le kasher que moi je mange. Et le temps d'étude qu'il va avoir, c'est pas le temps d'étude que j'ai. Et il va devoir faire énormément de choses qui vont à l'encontre de son mode de vie. Et donc, il y a un vrai problème au niveau du mode de vie et de l'identité. En plus, il va se retrouver avec des gens qui ne sont pas comme de sa communauté. Donc, il va plus ou moins s'intégrer. Encore une fois, intégration, assimilation. Et toute l'idée du monde ultra-orthodoxe, dès le départ, depuis le 19e siècle, c'est de monter des murs très hauts autour de nous, de manière à ne pas sortir, à enfermer les gens à l'intérieur. Et donc, si je permets à la personne d'aller à l'armée et de se mélanger avec les autres, il y a un problème au niveau religieux, du mode de vie religieux, et deux, il y a un problème d'intégration. Il va parler avec des filles, par exemple. Il va voir des filles en pantalon, et il va... énormément de choses, ok, énormément de choses qui sont problématiques par rapport au monde ultra-orthodoxe. Donc ça, c'est la première partie. À ce niveau-là, la seule solution qui existe, évidemment, c'est de créer des unités pour eux. Mais à partir du moment où je crée une unité qui est ultra-orthodoxe, pourquoi je ne ferai pas une unité qui sera ultra-laïque, et une unité qui sera entièrement sioniste religieux, et une unité qui sera entièrement séfarade, ou une unité qui sera entièrement ashkénaze. Donc ça aussi, ça pose un problème. Donc au bout du compte, oui, l'armée va faire ça. Et l'armée est en train aujourd'hui de créer une nouvelle brigade d'infanterie qui est vraiment ultra-orthodoxe, qui respecte au maximum le mode de vie ultra-orthodoxe, avec des gens qui sont que du monde ultra-orthodoxe, qui ont des règles auxquelles ils doivent s'astreindre pendant leur service militaire. Mais quand même, c'est le problème pour lequel... Parce que en plus, pourquoi cette réponse-là? Parce que quand on va voir les ultra-orthodoxes, on dit, ok, tu sais quoi? Les gens qui étudient toute la journée la Torah, ok, ça je comprends qu'on ne peut rien y faire. C'est une partie de l'identité ultra-orthodoxe, on peut rien y faire, et on pourra dire, quelqu'un qui accepterait que les gens qui étudient, que les jeunes qui étudient toute la journée aillent à l'armée à la place d'étudier, il perd son identité de Haredi. C'est tout simple. C'est une caractéristique de l'identité. C'est cette croyance, cette foi est une caractéristique de leur identité et je ne peux pas leur enlever ça. Mais tous les gars qui vont pas vraiment étudier, qui sont juste inscrits pour être exemptés du service militaire ou pour repousser le service militaire jusqu'à l'âge de 26 ans, pourquoi ils vont pas à l'armée? Donc là, la réponse va être pour garder le mode de vie. Pour pouvoir garder le mode de vie, pour pouvoir continuer
et à être Haredi, parce que s'ils rentrent à l'armée, ils vont quitter la communauté. De manière générale, je vais placer les différentes communautés sur cet axe, depuis les plus extrémistes antisionistes jusqu'à ceux qui sont prêts à faire le service militaire sous certaines conditions, ou même qu'aujourd'hui une partie d'entre eux font le service militaire, de manière très générale, parce que j'ai donné déjà l'exemple des Chabad, des Lubavitch, qu'une partie d'entre eux font le service militaire, alors qu'ils sont chassides. Mais de manière très très générale, les plus extrémistes, ça va être une petite partie donc des Lituaniens. Aujourd'hui on les appelle le Peleg Yerushalmi, le parti de Jérusalem, parce qu'ils viennent de Jérusalem, une partie d'entre eux, qui sont vraiment vraiment extrémistes. Il y a la grosse majorité des Lituaniens qui vont être légèrement moins extrémistes, qui vont pouvoir faire des accords avec l'État. Et pour le service militaire, pas encore, mais on peut peut-être, sur le long terme, faire quelque chose. Il y a les Chassidim, dont une bonne partie, alors vraiment là c'est tout un monde, parce qu'il y a plein de différentes communautés chassides. Donc une partie des grosses communautés chassides, on peut discuter avec eux et on peut vraiment avoir des choses avec eux. Par exemple, faire en sorte que à l'intérieur de leurs écoles, on fasse rentrer l'anglais, les maths, etc. Donc il y a une manière, il y a une possibilité de changer les choses. Dans certaines communautés chassidiques, aujourd'hui, on peut voir des gens se promener avec des M16, des gens qui ont été formés, même s'ils n'ont pas fait l'armée avant, qui ont été formés pour pouvoir être des groupes d'intervention dans leur communauté. Vous savez qu'il y a des groupes d'intervention dans tous les villages et localités israéliennes et dans tous les quartiers israéliens. Au cas où il y a un attentat, je prends mon M16 qui est à la maison, et je peux aller m'occuper du problème. Donc on voit ça déjà dans certaines communautés chassidim. Et ceux qui sont en fait le plus facile, et la population qui est la plus facile d'accès par rapport au monde sioniste, et qui est aussi le plus proche souvent du reste de la société israélienne, c'est les séfaradim, c'est les séfarades. L'orthodoxie séfarade n'existe que depuis une 50aine d'années. Avant ça n'existait pas. Tout simplement, c'est quand les séfarades arrivent d'Afrique du Nord, ou d'ailleurs en Israël, ils sont récupérés et éduqués en partie par le monde éducatif ultra-orthodoxe Ashkenaz, qui les transforme. Et donc on a cette sorte d'hybride, cette invention du Haredi séfarade, qui sont représentés aujourd'hui par le parti Shas, fondé par l'ancien grand rabbin d'Israël, le rabbin Ovadia Yosef. Et donc, ceux-là, ils travaillent beaucoup plus, il y a beaucoup plus qui servent au service militaire, et cela vraiment, si on peut trouver vraiment des moyens, et de manière assez facile, de les intégrer à l'armée. Et le monde ultra-orthodoxe se divise plus ou moins un tiers de Lituaniens, un tiers est chassid, un tiers séfarade. Donc c'est important aussi de placer sur l'axe des choses. Alors, quelles sont les solutions à ce problème-là ? J'ai parlé du problème économique, j'ai parlé du problème sécuritaire, j'ai un peu décrit les choses. Quelles sont les solutions à ce problème-là ? D'abord, il y a énormément de solutions qui sont proposées dans la politique, dans le débat israélien, qui sont souvent impraticables. C'est-à-dire, si quelqu'un vient me voir et me dit aujourd'hui, tu sais quoi, il faut les obliger à aller à l'armée, et comme toi, si tu vas pas à l'armée, si tu vas pas au service militaire, on te met en prison, parce que tu refuses parce que c'est obligatoire et tu refuses, la même chose, il faut les mettre en prison. Le problème, c'est que va mettre en prison 15 000 bonhommes. Tu vas les mettre en prison, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont étudier la Torah. Ils vont continuer à faire la même chose. Tout simplement, au lieu de le faire de manière privée, dans des yeshivot qui sont de manière générale privées, oui, ils reçoivent un peu d'aide de l'État, mais au bout du compte, c'est pas l'État qui paye tout, là, ça va être aux frais de la princesse ou aux frais du baron. On dit le baron, on parle du baron Rothschild, c'est une autre histoire, mais dans tous les cas, c'est-à-dire qu'aux frais de l'État, ils vont tout faire et tu vas les loger, les nourrir, les empêcher de sortir, ce qui est le mieux pour eux, c'est-à-dire vraiment le rêve de leadership, du monde ultra-orthodoxe, c'est de les enfermer pour pouvoir, pour les empêcher de sortir de la yeshiva. Donc en fait, tu accomplis le rêve du leadership ultra-orthodoxe, surtout du leadership politique ultra-orthodoxe, et donc en fait, t'as rien fait par là. Donc peut-être t'as d'autres idées populistes qui viennent aussi du monde ultra-orthodoxe, du style, non, il faut laisser exactement la même, tel que c'est aujourd'hui, c'est très bien, et vous devez payer. Oui, excuse-moi. Tu m'obliges à payer pour quelque chose auquel toi tu crois, et au bout du compte, ça nous met tous dans le pétrin. Et toi, et moi. Toi, peut-être tu t'en fiches, parce que ce qui est important pour toi, c'est ta religion, et c'est pas d'être pauvre. Mais moi, je m'en fiche pas. Et au bout du compte, je te paye, et je ressens rien en retour. Et j'ai un problème de sécurité, un problème d'économie, donc c'est très sympa. Et donc, il y a des solutions qui sont populistes de tous les côtés, et de tous les partis. Et donc, faut comprendre que pour trouver une solution, elle doit être pratique, elle doit être possible
dans sa practicabilité. Je ne sais pas si on peut dire ça en français. Donc on a maintenant, il faut bien comprendre, dans ces jeunes ultra-orthodoxes, qui on peut faire entrer à l'armée. Et encore une fois, j'aurais bien aimé, à titre personnel et c'est mon opinion politique, j'aurais bien aimé que tout le monde rentre à l'armée sans exception, comme partout. Mais le problème, c'est qu'au bout du compte, le monde ultra-orthodoxe n'acceptera jamais de faire rentrer à l'armée ceux qui étudient vraiment la Torah, ceux qui sont vraiment la yeshiva, et il n'y a aucun moyen de les faire rentrer. Il n'y a vraiment aucun moyen, j'ai expliqué, les mettre en prison, c'est pas une solution, il n'y a pas vraiment de solution. Ce qu'il faut, on doit parler de ces jeunes-là qui n'étudient pas vraiment, et qui vivotent, qui souvent bossent au noir, parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler, d'après la loi, tant qu'ils n'ont pas 26 ans. Et donc ces gens-là. Mais pour les faire entrer à l'armée, il faut aussi qu'il y ait des unités qui respectent leur mode de vie. Et donc c'est ce que fait aujourd'hui le service militaire, l'armée, en créant cette nouvelle brigade d'infanterie qui serait une brigade ultra-orthodoxe. Encore une fois, je fais pas ce podcast pour donner des solutions, pour dire ok, il faut faire ça comme ça, ou il faut faire comme ça, et voilà mon opinion politique. Simplement pour expliquer de manière générale le problème, sans faire obligatoirement de jugement de valeur. J'essaie vraiment de ne pas faire de jugement de valeur dans mes explications. Donc on a vraiment ce problème. Il faut bien comprendre que le pool n'est pas aussi grand, c'est pas tous les jeunes ultra-orthodoxes qui vont entrer à l'armée, mais au moins, même si une petite partie d'entre eux rentre, ça peut vraiment, vraiment aider au niveau sécuritaire. Le problème, c'est que la solution au niveau sécuritaire, de les faire rentrer à l'armée, de les rendre combattants, n'est pas obligatoirement la bonne solution au niveau économique. Parce que si maintenant ils rentrent à l'armée, au lieu d'aller à la yeshiva, au lieu de vivoter, au bout du compte, ils font pas d'études. Au bout du compte, ils vont quand même se marier. Et au bout du compte, ils vont quand même ne pas aider la société israélienne au niveau économique. Parce qu'au niveau économique, le mieux en fait, c'est que personne ne rentre à l'armée. Le mieux au niveau économique, c'est qu'on n'ait pas d'armée, qu'on ait la paix la plus totale et que tout le monde aille travailler à l'âge de 18 ans, étudier ou travailler. Je parle d'études et de travail dans le même... Parce qu'au bout du compte, les études permettent... c'est un investissement pour gagner plus d'argent après. Mais dans tous les cas, le mieux c'est... Le fait qu'on doit rentrer à l'armée, que tout le monde rentre à l'armée, déjà c'est une grosse perte. C'est une grosse perte économique. Non, si je prends ces gens-là et qu'après je les fais rentrer à l'armée, au lieu de rentrer à la yeshiva, au lieu même d'être inscrit à la yeshiva et de travailler au nord dans des petits boulots, au bout du compte, je ne règle pas le problème économique. Pour régler le problème économique, le mieux, dans ce monde ultra-orthodoxe, ça serait de leur donner une exemption totale. Tout celui qui est ultra-orthodoxe n'a pas à faire le service militaire. Qu'il aille travailler, qu'il aille étudier. Alors la moitié continueront à aller étudier à la yeshiva, et la moitié qui étudient pas à la yeshiva pourront peut-être faire des études supérieures, ou si c'est pas des études supérieures, parce qu'en général, c'est ceux qui ont, évidemment, ceux qui ont une bonne tête et qui sont capables de s'asseoir pour étudier pendant toute la journée, ils iront à la yeshiva. Ceux qui ne font pas ça, ça veut dire que ils sont pas capables de le faire. Donc de manière générale, alors peut-être ils font pas des hautes études intellectuelles, mais ils feront des études qui leur permettra du travail qu'on a besoin. Le travail, c'est pas obligatoirement d'être devant des livres pendant toute la journée. Ça peut être aussi du travail. Il y a du travail en ingénierie, par exemple, qui demande aussi à être sur le terrain et qui demande à bosser. On a besoin d'énormément de travailleurs dans différents domaines qui sont aussi manuels, qui gagnent très bien, qu'il faut être pas trop bête pour le faire et qu'il faut avoir un minimum d'éducation qu'ils n'ont pas. Encore une fois, je parle d'éducation non religieuse. Mais si je les fais rentrer à l'armée, je peux pas le faire. Donc c'est-à-dire que la solution du côté économique n'est pas la même solution que du côté sécuritaire. Et si on allait il y a quelques années, par exemple, avant le 7 octobre, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années avant le 7 octobre, à l'armée ou ailleurs, le conseil était de dire, tu sais quoi, dans tous les cas, on n'a pas vraiment besoin d'eux à l'armée. L'armée ne veut pas d'eux, c'est trop compliqué, de leur adapter des unités spéciales, et c'est trop compliqué. Donne-leur une exemption totale, et comme ça, ils pourront au moins, une partie d'entre eux, aider au niveau économique et rentrer dans l'économie et s'intégrer à l'économie israélienne. Aujourd'hui, après le 7 octobre, il y avait même une proposition d'augmenter l'âge, vous savez, l'âge d'exemption, c'est-à-dire l'âge sur lequel ils peuvent continuer à étudier sans aller à l'armée, non pas qui est aujourd'hui à 26, non pas de la descendre, mais de l'augmenter jusqu'à l'âge de 36 ou 40 ans. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est de leur dire, même après que tu as dépassé 26 ans, même tu as 30 ans, c'est où tu étudies, où tu vas au service militaire, en sachant qu'un mec qui a 30 ans, qu'un gars qui a 30 ans, il peut pas être combattant. Il peut pas devenir combattant, c'est impossible. C'est quelque chose... Je peux être combattant à l'âge de 30 ans si j'étais combattant quand j'avais 20 et quelques. Mais de manière générale, c'est très... Pas impossible, il y a des gens qui l'ont fait évidemment, mais c'est très très difficile. Et donc l'idée c'est de dire, si la personne sait que jusqu'à l'âge de 40 ans elle ne pourra pas travailler,
elle rentrera à l'armée à l'âge de 18 ans, 19 ans. C'était une proposition. Et à mon humble opinion, ça ne marchera pas. Mais tout simplement, l'idée, c'est comment régler la pollution. En sachant aussi que les politiques, les représentants du monde ultra-orthodoxe à la Knesset, alors c'est pas les rabbins, c'est le représentant à la Knesset, ils sont pas pour ni aider la société israélienne, ni aider les gens qui votent pour eux. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils leur doivent rien aux gens qui votent pour eux, c'est les rabbins qui les nomment et pas les votants, et pas les électeurs. Deuxième chose, c'est toujours plus facile pour eux de garder leur pouvoir parce qu'en gardant la population pauvre, c'est-à-dire qu'ils gardent leur pouvoir parce qu'ils restent les médiateurs entre l'État et l'État-providence et les gens. Si j'ai besoin d'aide, je vais voir la personne, et si j'ai besoin de plus d'aide, je vais voir la personne, si j'ai besoin qu'on augmente les allocations familiales, le membre de la Knesset ultra-orthodoxe va être pour, et souvent de manière générale ils vont être très très à gauche au niveau économique. Au niveau sécuritaire et sioniste, etc., ils vont, de manière générale, si la société ultra-orthodoxe est considérée et a des opinions de droite au niveau sécuritaire et politique par rapport aux Palestiniens, etc., leurs représentants à la Knesset, ils vont pas du tout être comme ça. Ils vont être très très à gauche, voire d'extrême gauche, voire antisionistes à ce niveau-là. Et donc, on n'a pas vraiment d'interlocuteur. Et ensuite, il y a la faisabilité, pas seulement au niveau ce qui est possible par rapport à la société ultra-orthodoxe, par rapport aux rabbins ultra-orthodoxes qui sont écoutés. Parce qu'une partie des réformes qu'ils ont fait, c'est qu'aujourd'hui on écoute le rabbin, et que les ultra-orthodoxes, ils écoutent le rabbin, ils font tout ce que leur dit le rabbin. Comme par exemple d'aller pour qui voter. Le fait est que... j'ai perdu mon fil de pensée, mais c'est pas grave, on va reprendre. Ok, on reprend. Je parlais de la faisabilité politique. Désolé, j'ai dû repartir un peu en arrière pour comprendre de quoi je parlais. Et au niveau de la faisabilité politique, tout gouvernement qui est basé sur une coalition avec les partis ultra-orthodoxes ne peut pas faire de réforme dans ce niveau-là parce que c'est empêché. Non seulement c'est empêché, mais ils essayent de faire passer des lois pour faire rentrer dans la loi la situation actuelle et la continuer ad vitam aeternam et l'inscrire, la graver en lettres de feu dans le livre des lois israéliennes. Donc on a un vrai problème. Et d'un autre côté, depuis des années, à cause d'autres problèmes qui sont aussi au bout du compte connectés au monde ultra-orthodoxe, les partis sionistes en Israël ne s'arrivent pas à s'accorder sur une coalition nationale sans les partis ultra-orthodoxes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a deux grands blocs, ou un bloc de centre-gauche, gauche, qui a la minorité des voix en Israël et qui ne peut pas vraiment monter au pouvoir, et de l'autre côté, un bloc de droite plus Haredim, qui a la moitié plus quelque chose des voix en Israël, et qui ne peut pas survivre sans les voix des ultra-orthodoxes, sans les partis ultra-orthodoxes. Et donc en fait, on n'a pas vraiment de solution au niveau politique, jusqu'au moment où les partis sionistes arriveront à s'accorder. Et comme il y a d'autres sujets de dispute, et comme il y a d'autres sujets de dispute sur lesquels pour eux c'est beaucoup plus important, donc ils n'arrivent pas à s'accorder. Et ensuite on rentre dans un autre problème politique, mais en gros, pour l'instant, on va dire dans les mois qui viennent, je vois pas vraiment de solution. Ça, c'est une analyse personnelle, mais dans tous les cas, je suis content d'avoir pu vous expliquer un peu ce qui se passe en Israël au niveau du monde ultra-orthodoxe. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère avoir été assez clair. J'ai parlé d'un débit, c'était pas un truc qui était vraiment préparé, j'ai pas fait ça comme ça sur un plan, c'est vraiment... je me suis dit, je mets play et je commence à parler, et donc j'espère que c'était bien. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast, je vous rappelle que vous pouvez faire parler du podcast autour de vous, et je vous rappelle aussi que je suis guide, je suis conférencier, et même si vous ne pouvez pas venir en Israël, je peux faire des visites virtuelles par l'ordinateur. Vous êtes devant votre ordinateur et vous voyez la visite, vous faites la visite, ou des conférences. Et donc moi je suis en Israël, mais on peut faire des conférences par vidéoconférence sur différents sujets. Tout est dans mon site nissimslama.com, donc d'un trait, comme ça s'écrit, nissimslama.com. Vous pouvez rechercher là-bas, vous pouvez me contacter, il y a mon mail là-bas, et vous pouvez commander une visite virtuelle. Évidemment, c'est pas les mêmes prix qui annoncés parce que les prix sur mon site, c'est les prix de la visite sur place, ou une conférence par visioconférence. Et voilà, je vous invite. En plus, franchement,
Ça nous aidera beaucoup parce qu'on va dire il n'y a pas vraiment de touristes, pas de boulot. Et au bout du compte, c'est important d'aider Israël. Et en fait, vous ferez deux choses. D'un côté, vous aiderez Israël, et de l'autre côté, vous m'aiderez. Et vous m'aiderez. Et donc, c'est trois choses. Et de l'autre côté, d'un troisième côté, eh ben, vous apprendrez des choses intéressantes. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.